Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du Miken AB Show pour un énième hebdomadaire. Comment tu vas, Mika? Bah écoute, ça va et toi? Ça va super, Mika, hein. Pas mal d'événements ce week-end. Donc, Ouais, on va. la casquette. T'as T'as mis dit la quoi? casquette de commentateur? À tes côtés, Mika. Non, c'était cool, cool comme expérience. J'ai pas autant de bouteilles que toi dans ce poste, dans cette casquette de commentateur, mais c'est une chose qui me plaît. Franchement, c'est pas mal de Voilà. vivre les combats en live et de commenter. Non, c'était cool en tout cas. Le message est passé pour toutes les organisations qui cherchent des commentateurs. Il y a AB qui est disponible et il y a le binôme Toujours. AB and Mika qui est disponible aussi. Exactement ça. Euh, Petit rappel quand même, c'est toujours bon de le rappeler. On a reçu Patrick Abirora, donc la vidéo elle est en ligne. Donc il y a pas mal d'exclus. Franchement, c'était un podcast, c'était pas mal, c'était très enrichissant. On a appris des choses. Et il y a Axel Sola qui sortira aussi incessamment sous peu. En plus, Axel Sola, on n'a pas l'habitude de l'entendre fréquemment. Donc c'est bien, il a pu même revenir, je pense, pour la première fois sur son combat contre Daguerre, la sensation du knockout qu'il a pris. Donc restez à l'affût. Ceux qui veulent la vidéo en avant-première, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous en tant que membre. Abonnez-vous à la page tout court aussi, commentez, partagez. Et on voit quelques commentaires qui traînent. Vous inquiétez pas. Il y a Mika qui combat très très bientôt, donc on va éviter toutes les polémiques. On va rester focus sur le côté sportif, comme on le fait souvent d'ailleurs. Et Mika, allons-y, hein. On démarre par quoi? Tu reviens rapidement sur le coff? Bah allez, on passe sur le COF vite fait. C'était le COF numéro 11. On va aller très vite là-dessus, mais je vous en avais déjà parlé. Il y a Ibrahim Awad qui faisait son troisième combat. Non, son deuxième combat au COF et ça a été une victoire par soumission. Mamadou Soukouna, pareil, troisième combat au COF, troisième victoire. Il marque le KO. On avait une belle opposition entre Joël Kwadja et Morgan Egboulou. Ça a été une victoire pour Joël Kwadja à la décision, donc c'était un vrai beau combat. On a eu Noah Dunion contre Nicolas Di Franco et franchement, ça a été un combat de ouf. Victoire de Noah Dunion. On a eu le retour de Ben Cassi, l'un de nos meilleurs bantamweight de France, qui s'est imposé dans le main event face à un Roumain. Bah, c'était plutôt une belle soirée dans l'ensemble et le public a répondu présent. Et puis c'était aussi la finale du MMA Academy, tu sais, de Oui, l'émission de sur télé-réalité qui ouais, parlait sur ouais, ouais. M6. Et c'est le pensionnaire de Montpellier qui a gagné de la team La Bonne École, qui a gagné la ceinture. Donc félicitations à lui. Il y avait aussi la finale féminine, Mika, entre Inès qui a été médaillée sur les IMAF de l'an dernier, il me semble. Et contre Ouais, et qui a perdu contre Océane. c'est ça, qui a perdu contre Océane, bah, justement qui vient de décrocher l'or aux IMAF. Donc Donc voilà, c'était félicitations les à deux Océane finales, en ouais. tout cas. D'ailleurs, je sais pas si tu as pu Félicitations. voir le MMA Academy. Non, j'ai pas regardé. Ok, Pour être honnête, bah, j'ai je pas te regardé. laisserai regarder, comme ça on fera un petit débrief là-dessus. Mais en tout Ouais, ça marche. cas, et donc voilà, c'était pour. Il y avait juste ces combats sur lesquels tu voulais revenir, mais juste une petite parenthèse, ce qui est fou, c'est que Joël Kwadja, il a vraiment. En gros, son palmarès, il ne reflète vraiment pas son niveau, hein. Parce que je pense que lui, il y a eu une mauvaise construction de carrière tu sais, en début de carrière, donc il prenait pas mal de combats tu sais, en short notice contre des gars qui étaient beaucoup plus expérimentés que lui, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il a un petit peu créé la surprise en battant Morgan ce week-end au coff. Ouais, en tout cas, il a fait un beau combat et voilà, et je pense que bah il va prendre ses marques et il va revenir. Mais l'événement qui nous intéresse surtout, c'est l'événement l'UFC, le 310. Il y a tellement de choses à dire sur cette UFC que bah j'ai hâte de commencer à débriefer. Bah forcément, on va garder le meilleur pour la fin parce que on le sait tous, vous attendez notre avis et notre analyse sur le combat de Cyril avec la décision, le combat. Moi, pour être très honnête avec vous, en plus on était de sortie ce week-end, j'ai pas pu tout suivre. Par contre, j'ai regardé les combats qui étaient selon moi les plus intéressants. Pour le moment, j'ai rattrapé que deux combats. C'est le combat de Cyril que j'ai revisionné à plusieurs reprises.
Et le combat de Shavkat Rakhmonov contre Yann Machado Gary. Mika, je te laisse lancer les hostilités pour le C310 et on reviendra sur le cas Cyril Gann en dernier. Ok. Bah, moi, le combat qui m'a le plus impressionné et lequel je me suis le plus régalé, c'est le combat Movsar Evloev Aljamain contre Sterling. Sterling. Selon moi, si vous aimez le MMA, c'est le combat qu'il faut regarder. Si vous êtes coach, c'est le combat qu'il faut regarder. Si vous êtes combattant, c'est le combat qu'il faut regarder. Euh, C'était du très, 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 très haut niveau, un niveau de grappling, de lutte en chaîne, de jeu au sol incroyable. Il n'y a pas eu beaucoup de phases de striking, mais sur les phases de dirty boxing, de contrôle au sol, de lutte et de position au sol. Franchement, c'était juste incroyable. Et j'ai rarement vu un niveau. On aurait pu penser hein, que les deux allaient essayer de s'annihiler parce que souvent, quand on a deux gars qui sont très très forts dans leur discipline, bah souvent par exemple ils sont très forts en lutte, bah ils vont essayer de se boxer. Si les deux sont très forts en boxe, ils vont essayer d'aller au sol. Et là en fait ils se sont pris dans leur domaine et on a bien vu que les gars étaient des tueurs à gages. Et c'est selon moi le combat de la soirée et victoire logique de Evloev qui m'impressionne. Il est sur un perfect 19-0, c'est clairement un prétendant pour le titre. Je pense que là, il a plus rien à prouver. Je pense que il pourrait aller affronter Topuria sans forcément qu'on lui remette quelqu'un en face de lui. Et non, juste incroyable. Franchement, il y a des combats comme ça qui m'ont marqué moi dans le MMA. Il y avait le combat de Sarukian Islam. contre Gamrot que j'avais trouvé magnifique. Il y avait aussi Tsarukian contre Ismagulov, par exemple, que j'avais trouvé incroyable. Il y avait le combat Matthews Gamrot contre Kutateladze, que j'avais trouvé ouf. Le combat Ismagulov contre Kutateladze. En fait, les trois là, les quatre gars que je vous cite là, Damir, Kutateladze, Tsarukian et Ismagulov, ce sont des gars qui se sont fait des guerres entre eux. Et franchement, ce sont des combats qui pour moi sont emblématiques de ce que doit être le MMA et de ce qu'est le MMA. Et voilà, bah, c'était juste vraiment tout mon respect à Evloev et Sterling et Evloev qui m'impressionne de fou, mais vraiment qui m'impressionne. Et le combat suivant, Mika, du coup, tu le fais dans l'ordre ou Bon, je veux pas tous les faire. Après, j'avais un combat moi qui m'intéressait pas mal, c'était de voir le retour de Dominique Reyes. Mhm. J'avais déjà teasé depuis quelques temps que je pensais que Dominique Reyes était prêt pour revenir, selon moi. J'avais bien aimé la victoire qu'il avait fait contre Jacobi. Je trouvais qu'il avait pris le temps, même s'il a gagné au premier round, il a pris le temps de construire sa victoire. Contre Anthony Smith, c'est un peu pareil. Franchement, même si Anthony Smith n'était pas peut-être pas au top de sa forme, parce qu'il y a eu le décès d'un membre de son équipe, etc. Mais on a eu un Reyes qui m'impressionne, qui revient, et j'ai le sentiment que Reyes pourrait revenir chatouiller le top 5 de la catégorie. On rappelle un Reyes, c'est celui qui a peut-être opposé la plus grosse difficulté à John Jones, notamment, et beaucoup de gens le voyaient gagnant face à John Jones. Il a été donné perdant. Derrière, il s'incline contre Blachowicz et contre Prochazka. Il perd aussi contre Ryan Spann. Il se passe 2 ans d'inactivité et là il revient sur 2 victoires consécutives. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une renaissance de Reyes. Il manque encore un combat pour le revoir revenir et pour confirmer ce que je pense de lui. Mais potentiellement Reyes revient fort dans le comment dirais-je dans le roster des moins de Ouais. 93 kilos. On peut revenir sur le combat de Shavkat Rakhmonov et Yann Gary? Bah ça on l'attend à la fin. On va les faire dans Vas-y, l'ordre. Enfin vas-y, ok. Vas-y, je te ensuite il laisse y a Bryce regarder. Mitchell contre Kron Gracie. Bah en fait, c'est là qu'on voit les limites du JJB. Ah, Aussi avec bon que Ron vous Gracie, soyez. ça fait un bon petit moment qu'on les voit, hein. Non, mais ouais, mais Kron Gracie, pourtant, c'est un tueur à gage, tu vois. C'est le gars qui a fait la DCC, c'est le plus haut niveau au sol. Bien C'est le sûr, gars mais qui. en MMA, Ah non, mais clairement. Et bon, en face de lui, Bryce Mitchell, c'est solide au sol, tu vois. Mais en fait, ce qui s'est passé dans le combat, c'est qu'il s'est fait même pas dominer debout. Il s'est pas fait dominer en striking. Il s'est fait dominer au sol. Et d'ailleurs, il se fait en fait
KOT sur un coup de coude au sol. Et j'ai l'impression qu'il le JJB tel que le pratique Kron Gracie est encore un JJB à l'ancienne. Ça n'existe plus selon moi le JJB quand on est sur le dos et on cherche des triangles, etc. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, tous les gars ont une défense très solide. Je parle même pas de ceux qui sont offensifs, mais tout le monde est plus ou moins solide et permet de bloquer plus ou moins le sol. Mais en plus de ça, quand tu rajoutes les frappes, etc., avec le niveau de sol de Bryce Mitchell, bah ça laisse peu de doute. Et c'est là qu'on voit que Bryce Mitchell aussi, il faut le respecter peut-être un peu plus. C'est quand même 8-2 à l'UFC. Ok, il s'est fait KO'ter par, il a pris un triangle contre Topuria et il a pris un KO contre Emmett. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très solide et c'est quelqu'un qui peut faire chier beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans la catégorie des 66 kilos. Ah non, je te rejoins, hein. Moi, c'est un mec que j'ai suivi depuis le teuf. Et franchement, tu sais, en termes. La seule chose que je lui reprochais, c'est que je le trouvais trop exposé qu'il changeait de niveau. Mais sinon, un sol très offensif, une boxe à peu près moyenne. Mais en tout cas, quand il a combiné à la lutte avec les incertitudes, on a vu les dégâts qu'il avait fait à Edson Barboza. Mais c'est vrai que le KO, je pense, contre Emmett, ça lui a peut-être laissé des séquelles. Mais en tout cas, selon moi, en tout cas, à un moment donné, c'était vraiment un prospère. Écoute, là, il est revenu un an après, il gagne ce combat. C'était bon On match-up pouvait pour lui, hein. s'inquiéter. Ouais, c'était un match très risqué selon moi. Et c'est quelqu'un sur ses 4 derniers combats, il a quand même pas eu beaucoup de chance, quoi. Il prend Josh Emmett qui était prétendant au titre, Topuria aussi qui est actuel champion. Donc et derrière il gagne des bons gars, quoi. Il gagne Edson Barboza, il a gagné Dan Hige. Donc non, solide. Et je pense qu'on peut compter sur lui pour se hisser dans le top 10 de la KT. Peut-être aller flirter avec le top 5. Après, je pense qu'il est encore trop unidimensionnel pour vraiment embêter et pour aller chercher la ceinture. Mais c'est quelqu'un qui va rester longtemps dans le top 15 des 66 kilos. Ah, c'est ça. Ensuite, Euh, on avait, bah, du coup, je te laisse, comme tu l'as regardé ce combat, je te laisse faire le débrief de Rakhmonov contre Yann Gary. Ouais, bah du coup, Mika, on avait un combat d'invaincu entre Yann Gary 15-0 avant le combat et Shafkat 18-0. Et moi, très honnêtement, je n'ai jamais. Je sais qu'il y a très longtemps, on avait fait une preview, une analyse de Shafkat sur un combat. Et j'ai toujours dit qu'en fait, je l'ai toujours trouvé surcoté. Malgré que les stats sont monstrueux, hein. 19 combats, une seule décision, pas mal de soumissions, pas mal de KO TKO, mais vraiment dans le style du combat je le trouve très limité, je le trouve très bridé sur sa boxe. Et on a bien vu que sur les 5 rounds, pendant 3 rounds, tu le vois faire la même action, c'est-à-dire boxer et aller faire du cage control. Et même en fait, dans son cage control, je trouve qu'il ne cherche pas à évoluer dans les positions. Il y a juste sur le quatrième round qu'il décide de changer de niveau, mais je trouve que ça arrive tardivement dans le combat. Et je pense qu'il va s'en vouloir, Yann Gary, parce que j'ai l'impression qu'il a trop respecté la lutte de Shafkat et sa boxe. Pourtant, on a très très bien vu que, par exemple, sur le troisième round, d'ailleurs, je crois que c'est celui-là que je score pour Yann Ouais, ouais, Gary. On voit qu'il est c'est un peu vrai. plus offensif sur la boxe, qu'il est un peu plus. Voilà, qu'il prend plus de décisions, qu'il est un peu plus agressif, et ça touche. Et en fait, ce que je reproche dans le style de Shafkat, malgré que je répète, hein, les stats, ils sont monstrueux. Tu vois, tu regardes son record, le nombre de finishes et tout, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est le premier combat qui fait à la décision de toute sa carrière, hein. C'est-à-dire que même hors UFC. Donc voilà, en fait, ouais, je le trouve très limite. On voit qu'il y a des bonnes choses. La fois où il a combattu contre Thompson, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des beaux contrôles au sol, sur des body locks, peut-être sur des menottes qu'il mettait au niveau de l'épaule. Tu voyais qu'il y avait des vrais contrôles. Ça empêchait vraiment le Thompson d'évoluer et tout. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui manque. Je le trouve trop bridé. Il n'y a pas de combinaison sur les phases de striking. Je sais pas, il évolue pas tant que ça, même sur la lutte, hein, comme je t'ai dit, premier round, deuxième round, troisième round, il cherche le cash control. Et c'est qu'au quatrième round qu'il décide de changer de niveau. Et à ce moment-là, il voit que bah, il y a du succès et qu'il arrive à amener au sol. Mais voilà, j'accroche pas. Franchement, j'accroche pas. Et ça fait un petit moment que je le dis. Mais en fait, la performance, ça m'a encore confirmé. En tout cas, de ce que j'ai vu là, je pense pas il a de quoi inquiéter Belal. T'as vu la dernière performance de Belal, Mika? La gestion des distances, la manière dont il boxait, dont il mixait, dont il cassait la distance, c'était fou. Et je trouve que pour le moment, en tout cas, moi, de ce que je trouve de Shafkat, c'est encore limité techniquement.
Bon, après, Shafkat, pour l'instant, c'est un prétendant au titre. Il n'est pas encore champion. Donc, c'est clair que le Bilal qu'on a vu était plus impressionnant. Le Bilal qu'on a vu contre Edwards était beaucoup plus impressionnant. Surtout que j'ai vu un Bilal avec une progression en boxe anglaise assez incroyable. Maintenant, pour revenir à Shafkat Rakhmonov, même si c'est pas une excuse, il y a un contexte. Il a combattu avec le ligament arraché. Ça, c'est quand même pas rien. Faut le savoir. C'est quand même une donnée à prendre en compte. Après, il a accepté le combat, il a combattu blessé, donc c'est comme D'ailleurs, en ça. Et plus, puis, c'était un combat qui était prévu pour le titre, hein, contre Belal. exactement. Donc du coup, est-ce que le Shafkat que j'ai vu contre Yann Gary est un Shafkat qui peut perturber Bilal Mohamed? Je ne pense pas. Clairement, je pense que le Shafkat qui était dans la cage samedi n'est pas un Shafkat qui peut être champion. Maintenant, moi, je suis impressionné par ce qu'il propose, par son endurance musculaire, parce que c'est quand même un gars qui a lutté ardemment avec Yann Gary sur les deux, trois premiers rounds. Après, c'est vrai que j'ai senti dépasser, notamment en boxe, quand Yann Gary faisait confiance sur les phases de boxe. Ça a été compliqué pour Shafkat. Maintenant, je trouve il a un jeu en cage contrôle qui est incroyable. Il accepte jamais d'être dos à la cage. Il revient toujours. Il remouline bien. Au quatrième round, comme tu le dis, quand il perd le troisième round au quatrième round, il arrive à se réinventer. Il tente des amenées au sol différentes. Il fait même une sorte d'amenée au sol un peu à la GSP où il vient mettre le bras au visage et il vient tirer la jambe. C'est comme ça qu'il amène Yann Garry au sol. J'ai eu un peu peur pour lui puisque pareil, ça montre des petites lacunes au sol. Mais ce que lui fait Yann Garry au cinquième round, c'est presque trop simple et ça prouve qu'il y a des failles dans son jeu. Après, il est quand même bien sorti de la soumission, À mais deux voilà, reprises, hein. c'est un combat qu'il gagne sans éclat. Il gagne le premier, le deuxième et le quatrième round. Il perd le troisième round et il perd le cinquième round. Et c'est vrai que celui qui, au final, n'est pas passé loin de la victoire dans le combat, c'est Yann Gary. Au troisième Il round, en sort grandi, hein. ouais, au troisième round parce que c'est lui qui touche et il frappe et on sent que il fait mal. Et au cinquième round parce que la soumission ne passe vraiment pas loin. Donc, Shafkat vainqueur. Est-ce que Shafkat sa performance peut impressionner? Non, pas trop. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui a 19-0. Il a à prendre très, très, très au sérieux. Ouais, non, je te rejoins après sur. Enfin, je te rejoins sur la dernière phrase. Son catch control, c'est vrai il est efficace en premier temps, mais il n'y a pas d'évolution parce que même dans le premier round, lorsqu'il réussit à sortir et inverser les positions, en peu de temps, genre sur l'espace de 10 15 secondes, tu vois que Yann Gary, il inflige beaucoup plus de dégâts avec des coudes, avec du dirty boxing que ne le fait Shavkat, alors que c'est lui qui est quasiment en contrôle sur les trois premiers rounds en cage contrôle. Donc c'est vraiment mon avis et j'entends que tu dis qu'il a combattu avec un ligament déchiré, mais je te jure que pour ceux qui suivent depuis un petit moment le podcast, c'est pas la première fois en tout cas que je réagis de telle manière à ses performances, mais voilà, je trouve qu'il peut proposer mieux. Et comme tu as dit, endurance musculaire et niveau puissance de frappe sur le bras arrière quand il touche, tu vois qu'il fait mal. Mais voilà, ça me paraît encore un petit peu trop bridé à mon goût. Mais en tout cas, voilà, il continue son ascension et on a eu le droit à un face-à-face avec Belal, qui est l'actuel champion en titre. Belal et pas Bilal, Mika. Donc, Ouais. on aura forcément bientôt ce combat. Et d'ailleurs, juste une petite aparté en parlant de combat pour le titre. On a vu que Dana White a été questionné sur le cas Manon Fiorot. Il a dit que ce serait elle la prochaine, mais pour le moment, il n'y a pas voilà, il ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Après, voilà, Dana White, on sait que un jour il dit A, le lendemain il dit B. En tout cas, on espère et c'est Là, encourageant pour. ouais, là, c'est quand même bon signe, hein. On espère. Bah, On sait. à l'instant où on fait le podcast, là, justement, il y a Manon qui, a quelques minutes, elle a tweeté sur Valentina Shevchenko en disant soit tu signes le contrat, soit tu prends ta retraite. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on ignore. Peut-être ça bloque du côté de Shevchenko. À voir. On ira investiguer en tout cas. Pour revenir à nos moutons, Mika, le combat bah, qu'on attendait, hein, il y avait quasiment un an et demi d'absence de la part de Cyril qui revenait contre Volkov. Pour rappel, Cyril avait battu Volkov en 2021. Donc depuis, Volkov est sur une succession de victoires. Je vais te laisser commencer, Mika, par le combat, tout simplement. Tes Bah, impressions. le combat, je l'ai regardé
Pour moi, 3 fois, je pense maintenant. Euh, Première impression du combat, euh, on a un Gann qui est pas comme on le voit d'habitude. Très rapidement dans le combat, on voit que il n'y a pas la mobilité qu'on peut rechercher chez Gann. On a un Volkov qui est très agressif et on sent que ça perturbe Gann. Et après, on découvre donc après le combat qu'il y a eu cette fameuse blessure qui a fait que ça a été clairement un fait de combat qui a joué en fait sur la mobilité de Cyril tout au long du combat. Maintenant, c'était difficile à lire parce qu'il n'a pas laissé transparaître de grosses douleurs, même si à la pause il le dit, on peut pas s'imaginer de l'état de la blessure. Sur le combat, quand je vois le premier round, je vois Gann devant, c'est-à-dire que j'ai un Gann qui frappe selon moi plus Volkov. On a un Volkov qui est très dangereux, mais on a 2 tentatives de soumission de la part de Cyril, on a un takedown partout, mais on a un combat qui est hyper équilibré. Et ça, c'est la première surprise. C'est clair que quand dans ma tête on partait pour un bis repetita Gain Volkov 1 et justement le fait que ce soit en 3 rounds, je pensais que ça allait être encore la différence allait être encore plus grande. Donc grosse surprise au niveau du premier round, avec en plus des surprises parce qu'on a un combat qui va au sol, on a des gars Ouais, dès le départ, ouais. qui marquent des têtes down, on a des gars qui tentent des soumissions. D'ailleurs, je pense que l'étranglement que Cyril met sur Volkov, s'il y a 20 secondes de plus au compteur, franchement Volkov il est pas bien. Et donc pour moi le premier round il fait pas vraiment de débat dans le sens où c'est un round pour Cyril Gall, même si le round est équilibré. Je te rejoins, hein. Et Vraiment, Mika, je sais même pas si on peut comptabiliser même le takedown de Volkov parce que déjà de une, il n'y a pas de dégâts et de deux, Cyril il réussit à se relever. Tu sais, de la side control, il met bras sous l'aisselle, il sort les hanches et il revient en quadrupédie et il se relève. Donc je sais même pas si le round il peut être, enfin si le takedown de Volkov dans le premier round il peut être réellement comptabilisé. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas vraiment de contrôle. Cyril, on voit qu'il a le bras sous l'aisselle même lorsque Volkov il est au-dessus. Donc en tout cas moi je prends pas compte de ce takedown là. Et comme tu as dit, il y a 2 tentatives de soumission de la part de Cyril. Il y a un takedown qui est contrôlé avec très 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 légèrement du ground and pound. Alors on voit que Cyril tout de suite il va chercher la clé de cheville. Dès qu'il se fait ramener au sol à nouveau, il tente une guillotine, elle est verrouillée. Donc on sait qu'il y a deux soumissions bien verrouillées. Donc pareil que toi, moi le premier round je donne à Cyril. donc voilà. Ensuite vient le deuxième round. Le deuxième round, j'ai clairement les 3 premières minutes qui sont dominées nettement par Volkov. C'est-à-dire, il n'y a même pas débat sur les 3 premières minutes du combat. C'est du deuxième round, c'est Volkov qui domine avec ce fameux back fist qui est presque un tournant dans le combat. Et c'est la première fois de ma vie que je vois Cyril toucher debout. Je ne l'ai jamais vu en difficulté debout dans n'importe lequel de ses combats. Que ce soit contre John Jones parce que ça allait très rapidement au sol, que ce soit contre Francis Ngannou. C'est la première fois que j'ai vu un gain en danger debout. Ensuite, comme je vous le dis, hein, la blessure explique sûrement ça, mais il y a quand même ce backfist là qui l'a surpris. Il est touché, il prend des middle, il prend des genoux, il prend un high kick. On a un Volkov qui, selon moi, n'est pas loin de finaliser Gann, même si on n'en est Non, pas Mika, là. t'es dur, t'es dur, t'es Non, dur. quand je dis bah attends, le genou, le high kick et Ouais, tout. mais gros, non, mais c'est pas comme s'il Non, l'avait mais quand je dis acculé, tu vois, c'est pas comme s'il l'avait acculé contre la cage non, mais quand avec je une dis accélération. finaliser, c'est une exagération, mais c'est la première fois de ma vie que je vois un Gann se faire sur le backfist. Bah, C'est sur un le petit backfist, Mika, débat. regarde bien. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement de tête qui fait qu'il accompagne le backfist. Par Oui, mais il contre, y a un petit. lorsqu'il sort sa T'as pas tête le et que le sentiment qu'il y middle a il un monte à la petit tête. dun? Bah ouais. Non, je pense Après, il y a peut-être surpris parce que c'est un coup qu'il voit pas venir. Mais non, je vois pas de down. Par contre, on voit que que la frappe, elle atterrit bien sur le visage. Après, c'est vrai que du backfist, il y a un Nike qui suit parce que Cyril il sort la tête du côté de la jambe arrière. À ce moment-là, il envoie le middle, donc ça touche à la tête. Il y a un genou qui passe à un moment donné au corps. Mais de là à dire qu'il était pas loin de le finir, t'es dur, non, Mika. ouais, tu vois, je dis pas loin, t'as raison. Quand je dis pas loin, c'est pas, on n'est pas sur une série de Grenade Pound de ouf. Mais quand même, tu voyais qu'on avait un Cyril qui a souffert sur les 3 premières minutes du round. J'ai aussi l'impression, enfin, je pense que le fait, parce que la réalité, c'est que le Volkov qu'on a vu il y a quelques jours, c'était le même Volkov qu'en 2021. Regarde bien quand le combat il est lancé en 2021, directement Volkov il arrive, il met du rythme. Jambe avant, il boxe, il met des kicks et tout. Et c'est exactement ce qu'il a fait.
Sauf que c'est vrai que Cyril, on l'a jamais vu en difficulté. Donc ça fait que là, en fait, le fait de voir un adversaire plus agressif que lui, on va dire, plus décisionnaire sur la boxe, avec plus, on va dire, de frappes significatives à certains moments, je pense que ça nous a aussi surpris de voir un Cyril, parce que généralement, Cyril, c'est toujours le premier sur l'action et il a toujours 2 coups d'avance. Ça veut dire qu'il touche, dès que le partenaire il veut toucher, Cyril il est déjà parti, il retouche derrière, il ressort. Et là, en fait, bah, c'est la première fois, comme tu as dit, qu'on a vu Cyril déjà avec beaucoup moins de mobilité. Et c'est la première fois aussi qu'on voit Cyril se faire toucher plein pot. Je pense que dans ses combats, il a dû en prendre des frappes, mais c'était souvent bloqué, ça, avec la monkey guard. Mais là, c'était différent. Après, comme tu as dit, la blessure, c'est un fait de combat, mais ça explique le fait qu'il était beaucoup moins Ah ouais, mobile. ça m'explique. Ça, je pense que c'est l'explication de ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que pendant 3 minutes dans le deuxième round, il voit pas le jour. Il voit pas le jour. Ensuite vient la fin du deuxième round. Et c'est là où c'est appréciable, c'est qu'on voit un Cyril revenir dans le combat, petit à petit reprendre confiance avec ses jabs, etc. Et il reprend pour moi l'ascendant dans le combat. C'est lui qui remet du rythme. Il se montre, selon moi, pas aussi dangereux que Volkov a pu l'être. C'est-à-dire que Volkov, selon moi, a créé plus de dommages que Cyril dans le sens où, bah, quand tu prends un high kick, quand tu prends un back fist, quand tu prends un genou au corps, c'est quand même plus dangereux en termes de dommages et ça crée plus de dommages qu'un jab. Et il suffit de regarder les visages des deux à la fin. Et ensuite, il y a la tentative d'étranglement de Volkov avec un contrôle un peu mal fait et Cyril qui en profite pour aller au sol et qui finit les 40 secondes au sol. À la fin du deuxième round, Et il y a, quand Mika, je regarde le il y a deuxième, une tentative de Von Fluchock aussi. Est-ce que celle-là, on doit la comptabiliser, je pense. bah, c'est la défense sur la guillotine, quoi. Donc oui, tu peux, mais comme l'autre il lâche pas la guillotine, t'as raison, une tentative de soumission chacun s'ils veulent, y a pas de souci. Mais quand je regarde la fin du deuxième round, pour être honnête, je le donne à Volkov. Pour moi, on arrive au troisième round, tout est à refaire et il y a 1-1 partout. C'est comme ça que je vois le combat quand je le regarde. Et ensuite vient le troisième round où bah pour moi il y a pas bon il y a pas photo. Volkov amène au sol, il bloque, il se passe rien. Hein, je suis d'accord, mais comme il s'est rien passé dans le round, bah t'es obligé de le scorer pour Volkov, même si c'est un round vraiment Le troisième embêtant. round. Ouais, Et donc toi, tu t'en tiens pas compte. Attends, t'en tiens pas compte de la Kimura qui est engagée? C'est une question que je bah me la pose, hein. Kimura, non, la Kimura pour moi elle est pas engagée dans le sens où il a le bras, mais à Oui, mais aucun regarde, moment il a Mika. décollé. Je te pose la question, hein. T'as 2 gars qui sont au sol. T'en as un qui est Ouais, au-dessus qui ne met en aucun cas Cyril en danger. Par contre, bah t'as il met des frappes. Cyril, c'est des frappes au corps. Enfin, tu sais, y a pas beaucoup Bah d'amplitude. Non, mais par contre, t'as Cyril qui est en bas, qui tient la Kimura et qui empêche Volkov de progresser. d'évoluer. Il empêche Volkov d'évoluer, mais il le met pas en danger. C'est pas ce qu'on appelle un grappling effectif. T'as pas une Bah, vraie Mika, tentative c'est de compliqué de dire soumission. qu'il est pas en danger quand la Kimura elle est verrouillée. Même si ça reste plus une Kimura de saisie qu'une Kimura, tu sais, en mode Ah clé ben, d'épaule. Mais en gros, ce que je veux dire, ça l'empêche de bouger et ça le- l'empêche le- d'évoluer. Donc ça fait qu'il ça, non, mais ça prouve d'accord. qu'il est en Donc, danger. non, mais le troisième round, t'es d'accord avec moi, KB, tu peux pas le scorer pour Regan. Bah, j'ai du mal à le scorer pour. Moi, écoute, pour être très honnête, sur le premier visionnage, en fait, il y a tellement de facteurs. T'as Cyril qui reste Non, par attends, terre. attends. Attends, attends, attends. Parce que Dis-moi. il y a aucune personne dans le monde qui score le troisième round pour Cyril. Oui, mais comment est-ce que tu peux le scorer pour Volkov? Parce que Ouais, regarde, Volkov il fait quoi? Il tente une single leg, Cyril il le contre, ok? Donc il est en une sorte de turtle, tu sais, sur le côté. Ensuite, il se fait ouais, mais, rattraper, il se fait mettre au sol, ouais, tout de suite il y a la Kimura qui est engagée. Donc en gros, ouais, on est d'accord mais, que sur le round précédent, non, sur le premier round, quand Cyril il contre et qu'il prend la guillotine, tu donnes le round à Cyril. Tu dis qu'il finit plus fort. Bah là, sur la Kimura, je crois qu'on est un petit peu dans la même configuration parce qu'il est dos au sol. Il a une Kimura qui est engagée. On voit que le bras, il est là, mais qui peut même pas ni mais, évoluer, ni AB, bouger. Non, mais. t'es- attends, AB, Euh, comment tu peux comparer, non, mais comment tu peux comparer l'étranglement du premier round de Gad qui a deux doigts de finaliser Volkov avec une position où tu viens chercher une Kimura qui est même pas, ça veut dire que le bras de Volkov, il est même pas décroché, hein. Il est pas Bah, en s'il était résistance. décroché, forcément, ça aurait été que la clé elle aurait été avancée à un certain stade. Mais là, on est au Non, mais premier là, stade. le bras, il est posé au sol et Pourquoi il bouge Volkov pas du continue à, coup? S'il était. mais pas, mais c'est une position de neutralité. Mais AB, quand même, tu vas pas dire que la soumission, elle était Mais enclenchée quand non, même. mais elle était verrouillée. Elle était au premier stade. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand on voit que Volkov ne bouge pas,
sur l'instant T, il le sent, je Il pense que respecte, il mais respecte quoi? évidemment, il respecte la puissance de Gann et il respecte le fait Donc, qu'il donc il y s'il a bouge danger. potentiellement, il est en danger. Donc il y a Mais danger la pour clé, Volkov, on est d'accord. mais c'est évidemment qu'il est en danger, mais la soumission, elle est même pas enclenchée. Ok, et est-ce Il que est en Cyril, il est danger. en danger, lui, lorsqu'il est en dessous comme ça? Bah non, mais c'est ce que je te dis. Pour moi, il se passe rien dans le troisième round, mais le temps de contrôle est pour Volkov, et c'est Volkov qui met des petites frappes. Et c'est tout pour. Mais le troisième round, là où je te comprends pas, c'est que le troisième round, le monde entier le score pour Volkov. Non, mais Il y a même pas de écoute, débat sur le troisième round. écoute, là, je suis même pas en train de débattre et dire que Cyril prend le troisième, hein. Je te parle vraiment voilà, sur la Kimura. Moi, comme je te dis, je vais être très honnête. Le premier visionnage, je suis surpris. Et comme je dis, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait de voir Cyril en difficulté, même sur des domaines où bah, on sait que c'est lui qui domine les débats à chaque fois. Et il y a le fait aussi de voir la réaction de Cyril qui reste par terre et qui veut directement en plus sortir de la cage juste après la décision. Donc tous ces facteurs-là additionnés font que j'ai été aussi surpris en me disant, ah, et en plus voilà, derrière tu vois qu'il y a le Big Boss qui va dire à Ouais, c'est Volkov, ça. tu t'es fait niquer. Donc écoute, quand j'ai re-regardé, j'ai revisionné peut-être deux, trois fois au total le combat, bah en fait je suis un petit peu partagé parce que le deuxième round, déjà je sais pas si t'as pu voir ce que regardent des juges. T'as un juge qui donne Juste, ouais. justement, j'y viens. Mais je te laisse finir, après j'irai. Non, non, en gros, je finissais là-dessus pour te dire que je t'avoue que je suis un petit peu mitigé. Après, forcément, il y a toujours le côté chauvin qui se dit, bon, écoute, ça reste une victoire pour notre Série Gain national. Mais je t'avoue que j'ai été surpris. Vraiment, j'ai été surpris. Mais comme je dis, il y a tellement de facteurs en fait qui se sont additionnés. Mais quand tu regardes le combat à froid, bah, tu commences à prendre un petit peu du recul. Et voilà, mais en tout cas, voilà, je te laisse. Moi, quand je regarde le combat à froid et à chaud, il y a quelque chose qui n'évolue pas. J'ai le premier round pour Cyril Gane et j'ai le troisième pour Volkov. Tu peux me retourner le sujet dans tous les sens, dans Ah, tous les c'est angles. chacun son. Ouais. Non, mais à froid ou à chaud, j'ai le premier round pour Gane et j'ai le troisième round pour Volkov. Et je crois que ça fait débat nulle part. C'est-à-dire que pour moi, il y a même pas de débat. Ensuite, sur le deuxième round, là, je suis d'accord avec toi. Moi, sur l'analyse que j'ai à chaud, je vois Volkov devant. C'est-à-dire que je me dis, Volkov, il a eu 3 minutes de dur, il a créé plus de dommages, il a eu vraiment une séquence très chaude, et on a un Cyril qui arrive à revenir dans le combat, mais qui met du temps et qui prend la fin du deuxième round, selon moi. Ça, c'est l'analyse à chaud. À ça, t'ajoutes que Cyril reste au sol, Cyril reste au sol est déçu, on le voit sur son visage, il lève même pas les mains. On a un Volkov qui est confiant, qui lève les mains. Ensuite, quand la décision est donnée, Cyril quitte la cage, donc ça c'est un deuxième élément marquant. Et le troisième élément marquant qui vient planter le clou un peu, c'est la réaction de Dana White. Maintenant, quand on met tout ça de côté, je regarde le combat et je regarde le deuxième round. Et je me dis, bah, le deuxième round, en vrai, il est ultra serré. Et on a une split décision. Donc, on a deux juges qui l'ont donné à Gann et un juge qui l'a donné à Volkov. La réalité de ce round, c'est qu'il est ultra serré. C'est-à-dire que c'est, quoi Le qu'il round 2 arrive, là, l'un tu ou parles l'autre, là. ouais, le Je suis en round train 2, quoi de qu'il me le arrive, revisionner là en plus. l'un ou l'autre aurait pu considérer que c'est un scandale. Maintenant, quand je regarde, il y a un site qui est hyper intéressant qui s'appelle mmadecision.com. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais allez le voir, il est sympa. Il donne la carte des juges, donc pour comprendre le scoring, et surtout, il donne le scoring de tous les sites MMA spécialisés. Mais de tous les sites MMA spécialisés. Il recense tous les scorings. Et en fait, quand tu regardes les scorings de tous les médias spécialisés MMA, un seul donne Cyril Gane vainqueur et tous les autres donnent Volkov vainqueur. Tous. Et quand tu regardes le vote du public, 92% des gens donnent, comment dirais-je, Volkov vainqueur. Après, Mika, Et tu sais que le public aussi il est beaucoup influencé par les commentateurs, par, non, tu mais vois. c'est ce que je te dis. Mais je te dis qu'il y a un seul média spécialisé américain qui donne Cyril Gane vainqueur et que 92% du public donne vainqueur. Moi, je te dis ce que je lis. T'as vu le Et donc, scoring ouais. ce que je comprends après tout ça, c'est que effectivement, c'est le deuxième round qui pose problème et on a un deuxième round qui est ultra, ultra serré.
Maintenant, si je me dis, on retire de l'équation le fait que le public est hué, le fait que Cyril soit pas au sol, c'est-à-dire que Cyril, il lève les mains tout de suite après le combat, et on n'a pas la réaction de Dana White. Si tu retires ça dans le combat, je pense que ça prend pas la même envergure. C'est-à-dire que Volkov, je pense qu'il lui a fait un peu vraiment pousser et critiquer la décision, c'est le fait qu'en fait, il s'est senti appuyé par Dana White. Et même Dana White, je trouve que il sort de son rôle, tu vois. Si c'était un juge, bah, qu'il se mette sur le juge et qu'il score les rounds, tu vois, qu'il arrête de nous faire chier. Bah, À un après, moment il donné, a c'est droit pas. il a son mot à dire. Il a son mot à dire, mais pas de cette manière-là, parce que moi, je trouve que c'est irrespectueux de la manière dont il le fait pour Cyril. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, mec, t'es le patron de ton organisation. T'as l'un des plus gros champions de ton organisation poids lourd qui est là. Tu retires Cyril du top 15 là, des champions, il reste qui, sérieux? T'as Aspinall et John Jones. Ils vont se faire la guerre 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est que limite, il devrait être content que Gann a gagné Volkov parce que franchement, ça relance la catégorie. Clairement. Et ce que je me dis là, je me dis, bon, bah, Cyril, malheureusement, Après, attention, hein, il y avait aussi un storytelling à construire parce que s'il avait gagné Volkov, ça aurait été une revanche de cocher. Et derrière, il aurait pu aussi aller affronter Aspinall, même si c'est pas du tout voilà, c'est pas le combat le plus vendeur, mais en gros, ça aurait aussi fait un Volkov Aspinall 2. Tu vois, une sorte de, ouais, voilà, mais, de mais retour de Aspinall, Volkov. Aspinall, il a tellement, enfin, ça a été tellement simple pour lui que je vois même pas l'intérêt. Mais ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que je trouve, euh, Lucas, s'il te plaît, regarde le troisième round, je te jure que la Kimura, il le met en danger. non, mais vas-y, gros, ouais, t'es le seul au monde. Enfin, tu dois faire partie des 0,5% qui bavardent sur le troisième round, gros. Non, je C'est ça. bavarde pas, je te dis que la Kimura, elle le met en danger. Mais quand bien même, ce que je veux dire par là, même si elle est Mika, un peu verrouillée ou Mika, pas, regarde. Volkov, Mika, il gagne le troisième Mika, round. non, sincèrement, tu le sais très bien que, tu vois, par exemple, quand tu emmènes un mec au sol et que t'es en demi-garde et qu'il te prend une Kimura, c'est très bien que Ouais, parfois, tu sens le danger. Tu sais que si tu fais le mauvais geste, soit il te renverse, soit il te fait taper. On est d'accord. oui, ouais. Donc je te dis que là, Volkov, il est exactement dans cette position-là. C'est vrai qu'en fait, Mais, j'ai du mal à voir comment est-ce mais qu'on peut scorer le round pour Mais là, Volkov. donc là, le troisième round, tu le donnes mais gros, heureusement que t'es pas dans les critères de notation, gros, mais tu te ferais insulter. Tu serais le seul mec au monde Non, qui dirait, non, ouais, non, non, putain, non. mais non, mais Mais en gros, fait, mais gars, regarde, non, on est d'accord qu'il faut remplir des critères lorsque tu emmènes au sol. Le dégât, le contrôle, ok? Et les soumissions verrouillées. Là, il n'y a pas de dégâts du côté de mais Volkov. il met des positions fortes et il met des petites frappes. Gros, ce que je veux dire, AB, je suis le premier à être content que Cyril Gane ait gagné, mais Non, tu peux mais pas là, lui donner le non, mais troisième round. je ne te dis pas que je lui donne le troisième round. Tu vois, tu me fais dire ce que Non, j'ai mais, pas dit. Je te bah dis alors juste pourquoi que tu j'ai me du mal à parles le de la donner à Kimura? Volkov. Comment? Non, mais pourquoi tu me parles de la Kimura, gros? Parce qu'en fait, On parle. parce qu'en fait, la Kimura, si tu veux, elle prend quasiment 90% du round en termes de temps, tu vois. C'est une position où les deux sont neutres. C'est-à-dire que c'est comme si tu me dis, ouais, il y a un mec, il a fermé un triangle comme ça, il est pas verrouillé le triangle, et l'autre, il bouge plus parce qu'il a peur d'être pris dans le triangle. Bah, c'est Ouais, mais logique, c'est ok, une donc, réaction. ok, aux yeux des juges, t'aurais scoré de quoi, toi? Bah, si le triangle n'est pas verrouillé, pour moi, c'est pas une tentative de soumission. On est Mais juste dans donc, une position. la Kimura, elle est verrouillée, là, on est d'accord. Mais la Kimura, pour moi, t'as Kimura et Kimura. Si je viens chercher le poignet, je viens chercher ma main, j'ai un début de Kimura, mais la Kimura, c'est bien le fait de faire l'action et la soumission. La Kimura, pour moi, elle est en plusieurs étapes. AB, là, on est sur la première étape de la C'est Kimura, ce que je te c'est-à-dire qu'il a disais. mis son poignet et sa main. On n'est pas sur une tentative de soumission. Et on voit bien dans la volonté de Cyril qu'il n'y a pas la réelle volonté de décaler les hanches, d'aller chercher la soumission, de prendre les risques. Faut pas exagérer. Je veux bien qu'on soit chauvin. Et je le suis parce que c'est ce que je dis, moi, à la fin. Et c'est ce que je me dis, la réflexion que je me fais tout à la fin. Mais en vrai de vrai, je m'en bats les reins de savoir à qui va réellement ce deuxième round. Parce que l'essentiel dans tout ça, c'est que Cyril Gane ait gagné et que derrière, il va avoir sa chance pour le titre. Et on le sait tous, quand Cyril combat pour le titre, que ce soit contre Ngannou, Derek Lewis ou John Jones, il y a toujours eu un engouement particulier autour du MMA. Et ce que j'ai envie de dire, c'est quand bien même Volkov il soit fait un peu barber ou que
la décision qui aurait pu tomber sur le deuxième round, elle aurait pu aller pour Volkov ou pour Gann et qu'elle arrive pour Gann, eh ben soyons contents. Pour une fois que ça tombe dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire? Ah non, non, mais forcément, tu sais, Parce que l'analyse que je me fais de ce combat, c'est que je me dis, heureusement que le deuxième round, c'est Gann qui finit fort. Ouais, parce que Parce que si tu restes sur les actions de Volkov en fin de deuxième round, c'est Volkov qui prendrait le deuxième round. Et je pense que ce qui a fait le scoring des juges le soir de l'événement, c'est le fait que Cyril finit mieux le deuxième round que Volkov. Et en, du coup, ils en ont un peu oublié ce qui s'est passé en début de deuxième round. bah en fait, Moi, comme tu as dit, c'est le sentiment que j'ai. le deuxième round, comme tu as dit, il démarre bien Volkov. Après, au fur et à mesure, Cyril, il revient sur la partie striking. Sauf que je pense que ce qu'il faut aussi pencher dans la balance, c'est que t'as la tentative de guillotine et t'as Cyril qui vient tout de suite crocheter et emmener et finir le deuxième round en position dominante. Mais non, non, après, Mika, vraiment, je me répète, hein, je ne dis pas que le troisième round, il est donné pour Cyril. C'est juste qu'en fait, bon, c'est peut-être le quatrième visionnage. Et c'est vrai que j'ai oublié, enfin, j'en avais oublié que après la Kimura, Volkov reste en position dominante. On voit que Cyril, il essaye de se relever. Volkov, il récupère le bras-tête. Et donc, il n'y a pas de discussion sur ça. Je te dis juste qu'en gros, voilà, qu'il n'y avait pas de danger lorsqu'il était en position. En Mais position ça, c'est ce que je dis, moi. C'est un round qui sert à rien. Enfin, mais c'est juste que tu es obligé de le scorer et c'est pour Volkov. Maintenant, il y a quand même un truc hein, sur le combat. Et moi, je suis très content de Gane ait gagné. Et moi, ça me va bien cette décision. Encore une fois, je le dis, le deuxième round, il était ultra serré. La décision a basculé pour Cyril Gane et tant mieux. Maintenant, il y a quand même des faits qui sont plus ou moins factuels. On a un public qui était présent qui a hué la décision. On a Dana White qui a contesté la décision et on a Cyril Gane qui a adopté une attitude de gars qui avait perdu et Volkov qui a adopté une attitude de gars qui a gagné. bah, À Mika, ça, attends, mais laisse-moi finir, Aibi. À ça, tu ajoutes que 99% des médias spécialisés dans le MMA mettent Volkov vainqueur et ça donne quand même, ça donne quand même ce sentiment qu'il y a eu une injustice pour Volkov. Mais encore une fois, je le dis, moi, le deuxième round, je le trouve ultra serré et il aurait pu basculer dans les deux sens. Et je suis content que ce soit dans notre sens que ça ait basculé. Et je suis content parce que potentiellement, ça ouvrira la chance à Cyril de faire la ceinture. ça, je ne sais pas, mais en gros, c'est ce que je cherchais. Tu vois, là, il y a les fights statistiques et tu as 40 frappes significatives pour Cyril quand tu en as 33 pour Volkov. Tu as deux soumissions tentées pour Cyril, une pour Volkov. Tu as deux Mais takedowns ça, sur quatre. tu parles en termes de round ou en termes de combat, parce que ça Non, veut rien dire c'est si c'est fight pas. statistique. C'est, je crois que la totalité de. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le round par round, parce qu'on score round Round par par round. round. Ouais, non, bien sûr, mais round par round, je crois que j'ai capturé le. Et c'est ça qui me questionne encore une fois, c'est est-ce qu'on considère qu'une frappe significative est une frappe qui cause du dommage? Est-ce qu'on considère, si tu regardes le deuxième round sur les phases de striking, je pense que les stats montrent que Cyril a touché plus que Volkov en frappe significative de trois quatre Ouais. frappes. Mais la réalité, c'est est-ce que c'est pas Volkov qui crée plus de dommages? Et c'est là que je me pose cette question, mais c'est des questions que je me pose pour mon enrichissement personnel. Vraiment, c'est quelque chose qui me questionne aujourd'hui de savoir comment on fait la différence entre une frappe significative et une frappe qui crée du dommage. Tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, après, ça, Mais voilà. Après, c'est le scoring des juges, hein. encore une fois, comme je t'ai dit, il y a des indicateurs qui montrent que la décision, elle était très, très serrée. Le deuxième round a basculé en faveur de Gann. Et je crois qu'on doit tous se réjouir de ça, parce que potentiellement, on va avoir un Cyril qui va faire la ceinture. Et À surtout, voir, Mika. non, mais surtout, après le combat, il y a aussi des explications qui expliquent la contre-performance. C'est-à-dire le fait qu'on sache que bah, il s'est cassé les orteils au premier round, bah, on a tous envie de respirer. On a tous envie de souffler en se disant, bon, bah, ça va. Parce que clairement, s'il fait cette prestation-là et il nous dit à la fin, bah, non, non, j'étais en pleine possession de mes moyens, là, tu transpires. Là, tu te dis, ouais, il est pas prêt pour aller faire la ceinture. Par contre, quand tu sais que il a résisté à la douleur, euh, il a, il a surmonté ça et il a quand même réussi à faire la perf qu'il a fait. Bon, bah là, tu dis, OK, potentiellement, il sera prêt pour aller faire la ceinture.
Non, non, Mika, je te rejoins, hein, comme on a dit, malheureusement, bah, déjà, non, heureusement, pour lui, on va retenir que la victoire. Ça veut dire que la semaine prochaine, il y a un autre UFC, on aurait déjà oublié. On va retenir que Cyril a bouclé la boucle Exactement. contre Volkov. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage. Après, je peux le comprendre, hein, lui, il vit les émotions à l'instant T, donc forcément, pour lui, déjà, il perd le troisième round complètement parce qu'il est dos au sol. Donc, je pense que mentalement, il se dit, j'ai rien produit, j'aurais pu montrer mieux, ça fait un an et demi que je suis pas là. Et il y a une chose qu'on va faire, c'est que la première fois, Cyril, il affronte Volkov, il gagne. Aspinal, derrière, il vient, il fait un match à sens unique. Ça fait que je pense que voilà, il y avait tout plein de facteurs qui jouaient. C'est vrai que quand on parlait la semaine dernière, je disais qu'il y avait pas mal d'enjeux parce que je pense que là, c'était aussi le moment de prouver qu'il pouvait aussi faire mieux qu'Aspinal. Parce que forcément, vu que c'est les deux têtes d'affiche de la catégorie, en tout cas de la nouvelle génération, bah, on compare les deux performances. Alors qu'on sait très bien que, comme on dit, c'est les styles qui font les combats, donc parfois Exactement. ça ne veut complètement rien dire. Par Mais contre, par contre, ouais. ouais, vas-y, Non, vas-y. vas-y, Non, finis. non, 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 vas-y. J'ai perdu ce que je voulais dire à cause de toi. Ouais, d'accord. Non, tu disais que c'est les styles qui font les combats. Non, par contre, en gros, ce que je voulais dire, mais bon, moi, je ne sais pas si. Non, je suis sûr, j'ai perdu. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ok. La seule chose que je voulais revenir sur ce combat, c'est qu'on a vu un Cyril aller dans des dimensions refuge quand il s'est blessé suite à sa mobilité. Ça, c'était intéressant. Maintenant, que ce soit Volkov ou Cyril, j'ai trouvé des grosses faiblesses sur les niveaux de jeu au sol. Et face à des spécialistes sol comme Aspinal et John Jones, sincèrement, c'est pas archi rassurant de se dire que comment dirais-je, ça puisse affronter des Aspinal ou des John Jones au sol dans ces conditions. Sincèrement, le jeu au sol que j'ai vu ne me paraît pas être aussi au point qu'un jeu de sol d'Aspinal ou John Jones. Franchement, hein. J'ai vu beaucoup d'erreurs. Tu vois, notamment quand il essaye de remonter dans le dos de Volkov, sur la tentative où il se fait renverser parce que Volkov lui met les deux pieds, les deux mains sous les chevilles et il Mhm. arrive à renverser Cyril. Il y a beaucoup de lacunes quand même, et dans les deux, hein, que ce soit Volkov ou Gann, hein, je parle pas. Après, Mais non, vas-y, finis, excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, c'est juste pour dire que sur le jeu au sol pur, je parle pas, encore une fois, je parle pas du MMA, je parle sur le jeu au sol pur. J'ai l'impression que Aspinal et John Jones sont toujours à des années-lumière. Bah après, Mika, forcément, en plus, surtout quand on sait comment et par quoi il a commencé Cyril, on sait que le retard, tu sais, c'est généralement sur certaines nations, on sait que voilà, en Europe, on rattrapera pas le retard qu'on a face aux États-Unis, par exemple, sur les phases de lutte et tout, ou même sur les pays de l'Est, tu vois. Mais par contre, bah après, j'ai écouté une interview à chaud de Fernand Lopez sur la sueur où il dit que le game plan, c'était de boxer, d'emmener au sol et d'aller chercher la soumission. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression que c'était très nécessaire d'aller montrer son jeu au sol maintenant. Ok, si on regarde le verre à moitié plein, on va se dire, ok, il y a eu des progrès au sol, il y a eu des bonnes choses, mais par exemple, la clé de cheville, pour moi, c'est pas nécessaire et c'est un danger d'aller la tenter. Surtout que dans le MMA moderne, Mika, ça fait combien de temps que t'as pas vu quelqu'un se faire soumettre par une clé de cheville, et encore moins dans les poids lourds. Donc pour moi, à ce moment-là, même si après il réajuste bien parce qu'il perd la position, Volkov il revient dessus, mais tout de suite, Cyril, il va chercher le relevé, donc ça va, il perd pas la position dans le sens où il tente la clé de cheville et que Volkov il revient en position compliquée, tu vois. Donc là, ça va, il se relève derrière. Mais pour moi, c'était pas vraiment nécessaire d'aller. En fait, j'ai plus l'impression que c'est par ego de vouloir montrer un jeu au sol. En gros, ça fait un an et demi qu'on n'était pas là. Là, on vient, on a progressé. Pour moi, c'était plus dans cet aspect-là que j'ai l'impression qu'il y avait des tentatives de soumission et des changements de niveau. Parce que si c'était. En fait, s'il avait réajusté le game plan parce que il y avait eu cette blessure qui intervenait au pied, j'aurais compris. Sauf que là, bah, Fernand, il le dit lui-même qu'en gros, le game plan, c'était de boxer et de changer de niveau pour aller chercher la soumission. Pour moi, c'était pas nécessaire. Pour moi, c'était pas nécessaire de Ouais. montrer. Après, comme je dis, hein, ça dépend de quel point de vue on voit ça. On peut voir ça voilà, d'un bon côté. Après, Mika, on sait que dans cette catégorie-là, euh, voilà, peut-être qu'un. Non, je vais me faire allumer si c'est ça, mais en gros, il en faut peu pour pouvoir, on va dire, installer son jeu au sol. Tu fais 120 kilos, t'as Cyril qui contrôle Volkov en demi-garde, je pense pas qu'il se relève, tu vois. Donc, Je suis d'accord.
Maintenant, quand je vois le niveau de sol et l'agressivité d'un Aspinal au sol et la facilité avec laquelle il bouge quand il prend les positions fortes, c'est compliqué. Mais c'est tout ce que je dis, hein. Moi, il y a pas de, c'est juste que le niveau qui a été démontré au sol ce soir-là, là, et peut-être encore une fois que la blessure les a handicapés, hein, parce qu'ils disaient à un moment donné, ils pouvaient pas prendre appui, etc. Euh, ne, ne, c'est pas quelque chose qui me rassure pour la suite. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et justement, si on parle de la suite, je sais pas si tu as vu, mais le manager de Volkov, alors je sais pas si c'est une intox ou pas, il a dit que Dana White lui aurait dit que le prochain gars qui ferait la ceinture contre Aspinal, ça serait Volkov, malgré la défaite. Mais écoute, après, comme tu as dit, on ne sait pas si c'est l'indox, mais Mika, tu le sais, hein, Dana White, en plus, il a parlé avec l'émotion. Voilà, peut-être Ouais, qu'il, je sais pas, mais enfin, à la rigueur qu'on ait un Gann Volkov 3, je veux bien, mais Non, jamais de mais. la vie, tu mets Volkov pour la ceinture contre Ah, mais Aspinal, parce franchement, que moi, je te dis la vérité, j'en tiens même pas compte de ce qu'il a dit, hein. ouais, ouais, ok. Bah, mais c'était ma question, c'était est-ce que tu crois que c'est sérieux ou ça, c'est même pas sérieux? Non, franchement, je sais pas. Après, en fait, vu la performance et vu l'interview post-fight, est-ce qu'ils vont lui donner la ceinture? Après, de toute manière, ça va jouer parce que j'ai vu que il y avait des dires de Dana White qui disaient que le prochain c'était John Jones contre Aspinall. Donc, je pense que ça va jouer, hein. Peut-être pourquoi pas donner un Almeida ou un Blade. C'est les seules options que je vois. Parce que je pense pas qu'ils vont le faire rétrograder avec un top 8 ou autre, tu vois, y a aucun intérêt. Je Mais pense après, qu'il y a 300. Ouais, vas-y. non, moi je pense qu'en tout cas, le combat qui a du sens, pour moi, c'est Cyril. Aspinal, maintenant, il faut voir si Aspinal il fait la réunification face à John Jones. Tout va jouer en fait par rapport à ça. Et je pense que Cyril il va En fait, attendre tranquillement et peut-être un combat contre Almeida, mais bon, ouais, je pense pas qu'il y aura une trilogie, hein. Pour moi, c'est ridicule contre Volkov. en fait, pour moi, il y a trois options possibles. C'est-à-dire que c'est John Jones qui va choisir en vrai de vrai. C'est soit John Jones, il décide d'affronter Aspinal, soit il décide pas. À partir de là, l'UFC va s'adapter. Si John Jones ne veut pas affronter Aspinal, logiquement, on devra avoir Aspinal, Cyril Gane. Si John Jones désire d'affronter Aspinal, alors potentiellement on pourrait avoir un Gane Volkov 3, ou alors on pourrait avoir un Gane contre Almeida ou contre Curtis Blades. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Bah, déjà, là, il y a Almeida qui est booké contre Spivak, il me semble, non? Exactement. C'est pour ça Ouais. que je te dis ça. Donc, à voir en tout cas, c'est la suite logique, il me semble. Ensuite, il y a eu le main event, Pantoja contre Asakura. Ouais. Et Asakura, il est bon, hein, il n'y a pas à dire. Mais Pantoja, il lui a mis un niveau. Parce que Asakura, il s'est montré dangereux au premier round. Il a eu des genoux qu'on touché. Il a frappé fort. Et après, selon moi, il a même abusé de ses genoux sautés, tout ça. Tu vois, il a vraiment abusé. Et ce qui m'a semblé assez flagrant, c'est le côté un peu unidimensionnel d'Asakura, parce que quand il est allé au sol face à Pantoja, franchement, ça a été presque trop facile pour Pantoja de le soumettre au deuxième round. C'est assez dur hein, de soumettre un combattant qui n'a pas été touché debout aussitôt dans un combat de championnat. Quand tu regardes bien les soumissions ou les KO, ils interviennent, mais c'est souvent après des échanges très difficiles en boxe. Et là, en fait, il était assez frais, Asakura, quand il va au sol. Et en fait, c'est juste que la soumission, elle est intervenue parce qu'il s'est fait manger techniquement. Et j'ai un peu peur pour Asakura parce que, l'air de rien, la catégorie, elle est dure. Tu vois, chez les 58, Peut-être, ouais. ils ont essayé de la renouveler. Et donc, c'est pour ça qu'il arrive dans la catégorie. Ils le propulsent là. Je crois qu'ils l'ont mis top 5 dans la catégorie ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais je pense que ça va être dur pour lui puisque tu vois, des mecs comme Moreno, Albazi, Kai Kara France et tout, c'est des mecs qui sont forts. Et donc je sais pas où il a mis les pieds et je sais pas s'il se rend compte vraiment du niveau de ce qu'est l'UFC parce que là il va devoir affronter vraiment le top du top de l'UFC. Ouais, forcément, en plus, ils ont voulu renouveler aussi la catégorie, je pense aussi pour s'attaquer à un nouveau marché, enfin, un marché qu'ils avaient à l'époque, hein, c'est-à-dire le Japon, l'Asie. Ah, malheureusement, ça. Après, on sait que Mika, comme tu as dit, c'est une catégorie particulière parce que, bah, tu sais, un truc tout con, mais un petit détail, quand tu regardais les face-à-face officiels, tu sais, de la cérémonie de l'UFC, dès le début de la vidéo, on voit on voit le main event. Tu vois, alors que normalement, le main event, il arrive en fin de vidéo, logiquement, tu vois, vu que c'est le dernier combat.
Mais comme quoi, en gros, c'était pas le combat le plus hypé de la carte, malgré que ce soit un main event et une défense de titre. Mais en tout cas, voilà, les ambitions de l'UFC d'avoir un nouveau champion et un nouveau marché ont échoué, malheureusement. En tout cas, n'hésitez pas à dire, surtout pour la partie de Cyril, d'ailleurs, pour tous les sujets, vos avis dans les commentaires, en restant respectueux et objectif, surtout. Et Mika, il y a eu un, C'est quand qu'on reçoit Cyril dans le podcast, là, il Je dit, là? sais pas, normalement, je serais sur son émission, la prochaine, Ok. main event, mais écoute, j'en profiterai pour lui demander. Après, on sait qu'il fait plus de sorties médiatiques, hein. Après, mais en tout cas, je perds mes mots, Mika, ce soir, je sais plus ce que j'allais Ouais, je dire. vois ça, ouais. Non, non, c'est la fatigue, je Ok. pense. Je pense que c'est la Ok. fatigue. On enchaîne. La semaine prochaine, juste, on fait une petite Ouais. preview de ce qui va se passer en France. Il va y avoir le 14 décembre le COF numéro 12. C'est le dernier de l'année pour le COF. Ça se passera à 3. Il y aura Delphine Benweich, 5-0 en carrière, qui fera son, cinquième combat pour le COF. Donc potentiellement une cinquième victoire et qui tentera d'aller chercher la ceinture face à une fille qui est classée numéro 64 mondial. Donc potentiellement, c'est, on le sait tous, chez les féminines, un record de 6-0 qui Mm. te propulse dans le top 50, ou du moins pas loin du top 50. C'est potentiellement derrière des signatures pour les ligues majeures. Donc voilà, Delphine en route pour l'UFC pour l'interrogation, sans Mais, aller trop vite évidemment, parce mais qu'elle a un Mika, combat à faire. il faut quand Ouais, même préciser que c'est son sixième combat en 2024, hein. Elle a entamé sa carrière professionnelle en 2024. Elle a eu un background en amateur avec les IMAF et tout, mais là, c'est son sixième combat en 2024. Donc en gros, ouais. elle a enchaîné quasiment tous les 2 mois, quoi, en fait. Bah, c'est ça, hein, elle a enchaîné mars, mai, juin, juillet, octobre, décembre. Donc, Hmm. incroyable, elle en veut, elle le dit, elle a 30 ans, elle veut pas perdre de temps, elle veut vite arriver à l'UFC et au moins, elle mâche pas ses mots, tu vois. Elle sait où elle va, elle s'entraîne dur. Écoute, je lui souhaite la ceinture, elle affronte une Brésilienne, ça va être un combat international. La Brésilienne elle a 8-1 en carrière. C'est très, très solide. Franchement, c'est solide en face. Elle a notamment combattu au LFA. C'est une grosse organisation aux États-Unis. Donc, franchement, ça a été un bon combat. Hâte de voir ça. Et Et on a le Mika, retour de Tar. ouais, vas-y, Ouais. excuse-moi, vas-y, je te laisse Et finir. on a le retour de Tar Abdi qui affrontera Carlos Salazar. Et Tar qui fera son deuxième combat au COF. Il avait gagné Kevin Ruhart et là il affronte Carlos Salazar. Et Salazar, on avait pu le voir contre Mbarga. Malheureusement, il avait perdu. Voilà. Il y a eu un petit mercato d'Ares à Hexagone. Je sais pas si ça avait passé la signature d'Amin Ayoub à Hexagone. Donc ça vient quand même renforcer le rang des lightweights. Même si on n'a pas connaissance encore, en tout cas, d'un roadster au sein de l'Hexagone. Mais je pense que c'est quand même une perte quand même pour Ares, hein, parce qu'Amine, il fait quand même le show. Il a été acteur on va dire, des chocs franco-français les plus hypés d'Ares. Et je trouve que c'est dommage quand même de l'avoir laissé partir. Je sais qu'il faisait son dernier combat dernièrement à Marseille, mais je pensais que Derek allait avoir une renégociation et qu'ils allaient le prolonger. Mais en tout cas, hâte de voir ce qu'il va donner en tout cas à l'Hexagone. Je pense qu'il voilà, Ouais. ça va pouvoir faire des belles oppositions. Bah, en fait, l'Hexagone, je pense qu'ils l'ont signé aussi parce qu'ils arrivent à Nantes le 1er février 2025. Mais on y reviendra, on a le temps. Donc, je pense qu'Amin Ayoub sera forcément sur la carte du 1er février 2025. Après, ils ont sorti le chéquier et je pense que c'est comme ça. À un moment donné, quand tu es plus sous contrat, que tu as fait les performances qui va bien, bah, tu vas au mieux 10 ans et peut-être qu'ils considèrent que le mieux 10 ans aujourd'hui, c'est l'Hexagone. De mémoire, il y a Varela qui est toujours à l'Hexagone, mais qui là a fort à faire avec Parnasse, mais ça pourrait être une opposition Varela, comment dirais-je, Amin Ayoub à l'Hexagone en 2025. En tout cas, voilà, force à lui, c'est un combattant qu'on suivra évidemment. Effectivement, Mika, pour rappel, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'hebdomadaire parce qu'on est à 10 jours, Mika, de ton retour dans la cage face à Romain Desbiens. Donc, il y aura peut-être, j'ai bien en fonction du temps que j'ai, d'autres interviews qui sortiront d'ici là. Juste après cette vidéo, on aura la vidéo le podcast avec Asset Sola qui sortira, je pense, d'ici fin de semaine. Donc, restez à l'affût.
commentez, partagez, donnez vos avis en commentaire dans le respect et dans l'objectivité. Mamika, en tout cas, bonne fin de prépa. Ouais, merci. Juste, ne nous loupez pas aussi, la semaine prochaine, il y a vraiment un combat qui va être intéressant de voir pour les fans. C'est l'UFC et c'est le main event. Je pense qu'il passe grave sous les radars, mais ça va être un combat de ouf. C'est Covington contre Buckley. Buckley qui a actuellement 5-0 depuis qu'il est descendu chez les 77 kilos. Il est sur un perfect. 5-0, 3 finishes de décision. Et là, il affronte un Covington entre guillemets, hein, j'ai bien envie de dire entre guillemets, un peu vieillissant. Et je pense qu'il a une carte à jouer, Buckley. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Ça va être un gros combat. Je pense qu'on aura un striker face à la lutte de Covington. Et voilà, soyez attentifs à ce combat parce que je pense qu'il mérite vraiment d'être vu et regardé. La jeune garde contre la vieille garde. Et pour rappel, il avait affronté Nassourdine à l'UFC Paris numéro 1. Et Nassourdine était sorti vainqueur de ce combat. Et là, on voit que, comme tu as dit, il a un perfect depuis qu'il a changé de catégorie. Donc, j'ai hâte de voir ce combat. D'ailleurs, j'ai des combats à rattraper pour l'UFC 310. Mika, c'est bon pour nous. Bonne fin de prépa, comme je te disais. Merci. Bon courage pour le coaching. Et de toute manière, on se verra d'ici là, Inch'Allah. Salut à Merci. tous Ça et à marche. très vite. Bonne soirée.